Il existe de nombreux mystères scientifiques et historiques non résolus qui pourraient changer notre façon de comprendre le fonctionnement du monde. Certains pourraient même bouleverser notre compréhension de la vie ou de la réalité elle-même. L'oxygène sombre est le nom donné à l'oxygène qui semble être généré au fond de la mer. Il est créé dans un endroit où la lumière du soleil ne peut pas pénétrer, ce qui signifie que la méthode de génération doit être quelque chose que les scientifiques n'ont jamais observé dans la nature auparavant. Mais ce fonctionnement pourrait transformer notre compréhension de la vie dans ces lieux sombres, voire sur d'autres mondes. La majeure partie de l'oxygène respirable sur Terre est produite par le processus biologique de la photosynthèse. Les plantes et le phytoplancton utilisent la lumière du soleil et le dioxyde de carbone pour produire de l'énergie et libérer de l'oxygène comme sous-produit. La lumière du soleil est un élément crucial de l'équation, donc cela ne peut se produire que dans les endroits où la lumière parvient. La lumière du soleil n'atteint que les 1000 premiers mètres de l'océan. Au-delà de cette profondeur, il fait trop sombre pour que la photosynthèse puisse avoir lieu. L'oxygène à ces profondeurs provient de la surface poussée vers le bas par les courants. Mais en 2024, un groupe de scientifiques a révélé qu'il pourrait y avoir une autre source d'oxygène dans ces couches sombres de l'océan. Des scientifiques étudiant les nodules métalliques du fond marin ont remarqué un phénomène étrange dans leurs résultats expérimentaux. Ces nodules, de la taille d'une pomme de terre, sont principalement composés de manganèse et de fer. Mais les nodules contiennent également des concentrations de nickel, de cuivre, de cobalt et de terres rares. Ces éléments sont de plus en plus essentiels à la vie moderne car présents dans de nombreux appareils électroniques. De nombreuses entreprises minières en haute mer ont étudié la faisabilité de projets et de mines dans ces zones. C'est l'une de ces études, menée dans une zone appelée la zone Clarion-Clipperton, qui a produit des résultats étranges. Lors des expériences, des chambres spéciales ont été envoyées au fond de la mer pour mesurer divers facteurs. Au fil du temps, les niveaux d'oxygène et d'eau ont augmenté sans aucune explication. Les scientifiques impliqués dans l'étude ont été intrigués par les résultats pendant des années. Ils ne pouvaient pas expliquer la source de l'oxygène et hésitaient à publier leur découverte. En 2024, ils ont finalement révélé l'information au public. On ne sait toujours pas comment l'oxygène a augmenté, mais des scientifiques y pensent que les nodules métalliques pourraient en être la cause. L'électrolyse est le processus par lequel l'eau est décomposée en molécules distinctes d'hydrogène et d'oxygène. Cela demande beaucoup d'énergie et d'électricité, mais les chercheurs ont suggéré que les nodules pouvaient avoir une surface chargée, ce qui permettrait au processus de se produire. Un autre processus biologique pourrait aussi exister dans les profondeurs marines, restant jusqu'ici inaperçu. D'autres scientifiques sont sceptiques quant aux résultats. Un article d'opinion publié cette année affirmait que le processus d'électrolyse violerait les lois de la thermodynamique. Cela semble créer de l'énergie, ce qui ne devrait pas être possible. Les scientifiques de l'article ont suggéré que l'oxygène provenait d'une erreur expérimentale, comme une bulle d'air piégée à la surface. Ceux qui ont participé à l'expérience initiale ont réfuté cette affirmation. De nouvelles expériences sont menées pour tenter de percer ce mystère. 2 nouveaux atterrisseurs ont été fabriqués et seront envoyés dans la zone Clarion-Clipperton dans les prochaines années. Il est possible que ces expériences confirment que ce que l'on appelle l'oxygène sombre n'est rien d'autre qu'une erreur expérimentale. L'axe du mal est l'un des phénomènes les plus étranges en astrophysique. Cela nous pousse non seulement à remettre en question notre compréhension de la physique, mais aussi à remettre en question la réalité elle-même. Pendant des siècles, la science a renforcé un principe simple. Rien dans l'univers ne rend la Terre, ou même notre système solaire, particulièrement spécial. Ni la Terre ni le Soleil ne sont au centre de l'univers, ni même de notre galaxie. Utile pour les scientifiques. Si le Soleil ou le système solaire n'est pas unique, il peut servir de modèle pour comprendre d'autres étoiles et systèmes. Observer des étoiles lointaines révèle comment était le Soleil il y a des milliards d'années. Mais les scientifiques qui étudient l'univers à grande échelle ont remarqué un élément suggérant que notre position est particulière. Le rayonnement de fond cosmique est constitué d'ondes radio qui auraient été laissées par le Big Bang. Ces ondes radio existent depuis l'époque où l'univers n'avait qu'environ 300 000 ans lorsque la lumière censée avoir été créée au commencement de tout s'était suffisamment refroidie. Depuis, elle s'est répandue dans tout l'univers. En observant le ciel, les astrophysiciens ont constaté que le rayonnement cosmique de fond est quasiment identique partout.
De légères fluctuations dues à de petites différences dans le jeune univers existent, mais elles sont aléatoires. Cela ressemble un peu à la neige sur un téléviseur, et une petite partie de la neige qu'on voit habituellement à la télévision est en fait causée par le rayonnement cosmique de fond. En observant mieux, les scientifiques ont remarqué un motif. Le principe copernicien suggère qu'à une échelle suffisamment grande, l'univers devrait paraître identique, peu importe où l'on regarde et quelle que soit l'orientation. Une partie du ciel nocturne ressemble à une autre, mais au lieu de cela, les scientifiques ont découvert que le ciel semble être divisé en deux. Le rayonnement de fond cosmique est d'environ 2,726 Kelvin en température, peu importe où l'on regarde. Mais il existe de légères fluctuations dans cette température. Et les scientifiques ont découvert que la température du rayonnement dans l'univers en dessous du plan de l'orbite de la Terre est légèrement plus froide que la température du rayonnement au-dessus du plan. Le fait qu'une moitié de l'univers semble être légèrement plus froide que l'autre moitié constitue en soi une violation du principe copernicien. Mais les cadres du rayonnement de fond affichent une ligne courbe claire qui prouve que cette séparation existe. Mais le fait qu'elle semble s'aligner parfaitement avec le plan du système solaire est encore plus étrange. Cela ne dit pas seulement qu'il y a deux moitiés dans l'univers, ce qui serait déjà révolutionnaire, mais indique aussi que le Soleil, la Terre et les autres planètes se situent précisément là où cette séparation a lieu. Cela valorise notre système solaire, alors que le reste de la science indique qu'il ne devrait pas avoir une telle importance. Les scientifiques ont appelé cela l'axe du mal, car cela remettait en question notre compréhension de l'univers. Le rayonnement cosmique de fond n'est pas la seule preuve de son existence. Les scientifiques ont trouvé d'autres motifs qui semblent s'aligner avec cet axe, comme la direction dans laquelle tournent les bras des galaxies spirales. Aucune réponse satisfaisante n'a encore été donnée quant à la raison de l'existence de cet axe. Une théorie suggère qu'il y a un problème avec les données elles-mêmes ou que les expériences elles-mêmes présentent un défaut. Plusieurs séries de collectes de données ont été effectuées pour essayer d'éliminer l'axe du mal, mais il continue d'apparaître. Il est possible qu'un défaut dans la collecte des données depuis la Terre fausse nos observations, et qu'en observant le rayonnement cosmique de fond depuis une autre région de l'univers, on constaterait que cet axe n'existe pas du tout. Seules de futures expériences pourront le déterminer. Il se peut que notre compréhension du rayonnement cosmique de fond soit erronée. Si le rayonnement cosmique de fond était en réalité plus lié à notre propre système solaire qu'à quelque chose de véritablement cosmique, cela expliquerait pourquoi il semble s'aligner avec ce plan. En 2023, des archéologues qui fouillaient un palais royal perdu en Allemagne ont fait une étrange découverte qui ne pouvait pas être expliquée. Deux squelettes reposaient côte à côte. L'un était aussi intact qu'on pouvait l'espérer pour un squelette millénaire. L'autre était une femme à qui il manquait complètement les os du visage. La fouille a eu lieu juste à l'extérieur du village d'Eiselben. À partir de 2021, les archéologues ont mis au jour les vestiges de structures datant de la période médiévale. C'était Elfta, un lieu important pour les dynasties carolingiennes et ottaniennes qui ont régné entre 750 et 124. Les fouillons ont commencé par une grande cathédrale qui a été construite sur ordre d'Othon le Grand. Othon a régné de 936 à 973 de notre ère, et il est considéré comme le premier véritable empereur du Saint-Empire romain germanique. Durant les 2 années suivantes, les archéologues ont découvert des habitations, des bâtiments commerciaux et un auditorium pour les événements publics. Une des découvertes les plus étonnantes fut un palais. Cette structure avait un chauffage à air chaud et présentait une architecture bien plus monumentale que les autres bâtiments de la région. Il était aussi entouré de fortifications et d'une tour ajoutée après la construction initiale. Selon les experts, le palais accueillait sans doute la famille royale lors de ses séjours dans la région. C'est en fouillant la zone autour de ce château que les archéologues ont fait cette étrange découverte. 2 personnes avaient été enterrées dans des tombes côte à côte près du château. L'un des individus était un homme qui avait manifestement une certaine importance. Le fait qu'il soit enterré près du château et à proximité d'un cimetière d'élite aurait été un honneur, et les objets funéraires retrouvés avec lui n'ont fait que renforcer cette impression. Il avait été enterré avec une garniture de ceinture et un bâton de fonction, similaires à ceux portés par les généraux pour symboliser leur position. Les archéologues estiment que c'est la tombe d'un dignitaire, probablement un fonctionnaire ou gestionnaire du palais. En raison de leur proximité, les chercheurs pensaient que le squelette féminin à ses côtés était sa femme, mais elle n'avait aucun objet funéraire. Cela aurait déjà été étrange en soi.
Aucun signe ne montrait que les tombes avaient été dérangées, suggérant que les objets n'avaient pas été volés après son enterrement. Une hypothèse était qu'il s'agissait d'un choix fait par la femme en raison de sa foi. Le christianisme s'était déjà implanté en Allemagne au IXe siècle, mais il y avait encore des personnes qui mêlaient des pratiques traditionnelles à des pratiques plus modernes. Il semblait que le mari de la femme continuait ses pratiques traditionnelles tandis qu'elle avait opté pour une tombe plus simple. Mais la foi ne pouvait expliquer l'absence d'os du visage. La tête de la femme semblait avoir été entièrement évidée. Les os de son visage et le sommet de son crâne avaient complètement disparu, laissant une image effrayante. Comment cela s'est produit ou pourquoi reste un mystère. Puisque la tombe n'a pas été remuée, il est improbable que les os du visage de la femme aient été retirés après l'enterrement. Certains dégâts pourraient provenir de son long séjour sous terre, mais aucun dommage similaire n'a été constaté sur son mari, pourtant enterré à la même époque. Une théorie avance qu'elle serait morte dans un accident ayant aussi endommagé les os de cette partie du corps. Mais il n'y a aucun moyen d'en être certain, car la fouille a déjà eu lieu. Les ossements ont été retirés pour des analyses complémentaires, tandis que les archéologues espéraient que cela leur permettrait d'obtenir une date plus précise du décès du couple, ainsi que de révéler davantage de secrets sur la vie et la mort de ces deux personnes. La migration des papillons monarques américains est l'une des plus grandes merveilles du monde naturel. Aucune autre sous-espèce de monarque n'effectue un voyage aussi long. Les scientifiques essaient de comprendre comment le papillon effectue cette migration depuis des décennies. Mais il reste encore de nombreuses questions sans réponse et des secrets à découvrir. Tout au long de l'été, le papillon monarque se trouve dans le sud du Canada et le nord des États-Unis. Ce sont l'un des papillons les plus familiers aux États-Unis. Leur motif de couleur orange vif et noir est immédiatement reconnaissable. Mais à partir de septembre et octobre, le papillon commence à disparaître de ses territoires du nord et entame son voyage vers le sud. Au cours des 2 à 3 mois suivants, les papillons convergent vers seulement quelques sites au Mexique et en Californie, où ils passent tout l'hiver avant de repartir vers le nord pour l'été. Il y a de nombreux aspects fascinants de cette migration que les scientifiques commencent tout juste à comprendre. Les papillons ont généralement un cycle de vie très court, ne vivant que quelques semaines. La migration du Mexique et de la Californie vers le Canada peut s'étendre sur plusieurs générations. Les papillons monarques qui pollinisent les fleurs au Canada sont les arrière-petits-enfants de ceux qui étaient au Mexique. Encore quelques générations passent avant qu'il ne soit temps d'entreprendre à nouveau ce voyage vers le sud. Mais cette migration est très différente. Lorsque les conditions sont réunies, une supergénération voit le jour. Cette génération peut vivre de 6 à 9 mois, parvenant à effectuer tout le voyage vers le sud et à commencer le retour vers le nord après l'hiver. On étudie encore précisément ce qui provoque la naissance de cette supergénération. On pense que c'est le résultat de facteurs environnementaux, comme la température ou la durée du jour, mais le mécanisme exact reste inconnu. Les myxomycètes forment un étrange groupe d'organismes présents dans les forêts du monde entier. Cet organisme n'appartient à aucun règne traditionnel du vivant et semble remettre en question notre compréhension du fonctionnement de la pensée cognitive. Malgré son nom et l'apparence que peuvent avoir certaines formes de myxomycètes, il ne s'agit en réalité pas d'un type de champignon. Ce sont des unicellulaires plus proches d'une amibe que de tout champignon. Il est aussi difficile de les situer sur l'arbre de la vie. De nombreux types de moisissures visqueuses appartiennent à 2 grands supergroupes. Certaines sont plus proches des plantes sur l'arbre de la vie que d'autres moisissures visqueuses. Les classifications ont beaucoup évolué au fil des siècles et pourraient encore changer à l'avenir, à mesure que les scientifiques en apprendront davantage sur ces organismes étranges. La plupart des gens associent les organismes unicellulaires à de minuscules créatures visibles seulement au microscope. Mais la cellule unique d'un myxomycète peut être très grande. 2 individus distincts de la même espèce peuvent se combiner pour former une seule cellule plus grande avec plusieurs noyaux. Il est également possible de séparer ensuite la cellule en 2 organismes distincts. La moisissure visqueuse remet en cause la définition courante de la vie. Elle semble plutôt sortie d'un roman de science-fiction. La moisissure visqueuse ressemble aussi à d'autres formes de vie à plusieurs égards. Elles consomment de la nourriture pour l'énergie et peuvent se déplacer comme les plantes ou les animaux. Le mouvement est lent, mais un changement peut être observé après 1 heure chez certaines espèces. Ce mouvement est délibéré
car le myxomycète part à la recherche de nourriture ou de meilleures conditions pour sa survie. C'est là que les scientifiques ont découvert des qualités intrigantes chez ces organismes. Le myxomycète traverse des labyrinthes et trouve les chemins les plus rapides vers la nourriture. Les scientifiques ont compris les mécanismes physiques. Le myxomycète explore l'environnement avec des tubes ramifiés. Quand un organisme trouve de la nourriture, le diamètre des tubes proches augmente, tandis que les filaments éloignés rétrécissent et disparaissent parfois complètement. Cela stocke d'une certaine manière des informations sur l'environnement, qui persistent même après la disparition de la nourriture. Lorsque de nouvelles informations doivent être stockées, elles se superposent aux anciennes, formant ainsi une sorte de souvenir. Les myxomycètes ont une mémoire, et les scientifiques pensent qu'on peut même leur apprendre des choses. Dans une expérience, l'organisme a été placé à une extrémité d'un pont qui était recouvert de café. Le myxomycète détestait le goût amer du café, mais celui-ci ne nuisait pas à l'organisme. De l'autre côté du pont, il y avait du gruau, le plat préféré de le myxomycète. Au début, elle ne voulait pas traverser le pont et essayait de le faire tout en évitant le café. Avec le temps, elle a compris que le café ne lui nuisait pas et a traversé le pont sans problème. Mais face à un nouveau stimulus désagréable, le myxomycète ne traversait pas le pont. Elle avait accepté le café, mais pas cette nouvelle substance. Les moisissures visqueuses ayant accepté le café furent ensuite combinées avec des moisissures non entraînées. D'une manière ou d'une autre, elle a réussi à transmettre cet apprentissage. Et même lorsque les deux ont de nouveau été séparés, le comportement acquis est resté. Cela pourrait suggérer qu'il est possible d'apprendre de nouvelles choses à un organisme sans cerveau. Comment cela se produit exactement au niveau moléculaire reste un mystère. Les scientifiques ignorent aussi comment le transfert du comportement appris s'est produit. La recherche sur la moisissure visqueuse se poursuit, mais pour l'instant, elle reste un sujet fascinant. Les détails sur la façon dont les différentes moisissures de visqueuse diffèrent les unes des autres, évoluent et fonctionnent sont des questions qui attendent encore une réponse. Dans les années 1960, la photographie aérienne a révélé les contours d'un fort de hauteur perdu depuis longtemps dans le Perthshire, en Écosse. Ce n'est que récemment que des travaux archéologiques ont commencé sur le site. Les archéologues ont non seulement mis au jour les vestiges d'un village fortifié, mais aussi un tunnel mystérieux qui reste encore inexpliqué. Les travaux de fouilles au fort de Broxy Kennels ont commencé en 2022. En surface, la plupart des preuves d'anciens bâtiments ici avaient été détruites par des labours récents. Sous la surface, les archéologues ont trouvé des preuves les ramenant dans le passé. Il y avait des preuves de remparts, de maisons rondes et de travail du métal. Des soufflets ont été découverts, ainsi que des déchets produits par le travail du métal. C'était une communauté florissante de l'âge du fer, et la région était habitée entre 500 avant Jésus-Christ et le 1er siècle après J-Tso. La construction du fort a commencé vers 550 avant Jésus-Christ avec l'édification de remparts et de fossés. Environ 150 ans plus tard, une seconde phase de construction a eu lieu. C'est alors que la mystérieuse construction souterraine a été réalisée. La chambre a été décrite comme un tunnel par les médias populaires, mais il serait plus exact de la qualifier de souterrain. Il s'agit d'une chambre semi-souterraine faite de pierre. On en trouve partout en Écosse et elle date des derniers siècles avant J1 jusqu'aux 2 premiers siècles après JC. Les chambres avaient des usages variés, du stockage de nourriture à la dissimulation de personnes. La fonction du souterrain de Broxy Kennels reste actuellement un mystère. La chambre du fort mesurait 9 mètres de long, 4 mètres de large et plus d'1 mètre de profondeur. Elle était située vers le centre du fort, ce qui indique qu'elle avait une certaine importance. Cependant, il est peu probable qu'elle ait servi intensivement au quotidien. L'accès et l'agencement de la pièce étaient peu pratiques pour un usage régulier. Les archéologues ont examiné la chambre et trouvé quelques grains de céréales, mais cela ne suffisait pas à prouver que c'était la fonction principale de cet espace. D'autres théories suggéraient qu'elle aurait pu être utilisée pour des cérémonies religieuses ou spirituelles, mais aucun objet religieux n'a été trouvé dans la zone, et il ne semblait pas y avoir d'autres preuves pour étayer cette hypothèse. Cette pièce aurait pu servir à cacher des personnes. L'établissement sur la colline a été fortifié, sans doute pour protéger les habitants des étrangers. Mais rien dans la chambre elle-même n'indiquait qu'elle possédait des caractéristiques défensives. Il se peut que ces éléments aient simplement été perdus avec le temps, mais ce serait le cas pour les preuves de n'importe quelle théorie. Selon les archéologues, le souterrain n'a été utilisé qu'environ 100 ans.
La datation au carbone des débris trouvés dans la chambre et les fossés indiquent qu'ils se sont comblés de terre des remparts en décomposition vers 300 avant Jésus-Christ. Quelle que soit la fonction de cette petite pièce mystérieuse, elle n'a pas servi longtemps. Même sans les remparts, les fossés et le souterrain, le fort de Broxy-Kennel est resté occupé pendant de nombreux siècles supplémentaires. La zone n'était plus fortifiée, mais les archéologues ont trouvé des preuves d'une occupation continue. Cela s'est arrêté au 1er siècle, bien que la raison reste un autre mystère. C'était juste avant l'arrivée des Romains et il est possible que les habitants se soient déplacés vers un lieu plus protégé ou hors du chemin des envahisseurs. Il est également possible que des changements culturels aient fait en sorte que vivre dans ces villages sur les collines ne soit plus souhaitable. Seules des recherches archéologiques supplémentaires pourront résoudre ce mystère et révéler davantage de détails sur ce pan perdu de l'histoire. Entre 2016 et 2018, des scientifiques ont détecté des signaux radio inhabituels traversant la glace en Antarctique. Près d'une décennie plus tard, ils n'ont toujours pas été en mesure de dire exactement ce qu'ils ont détecté. Les expériences en ballon Anita visaient à détecter des signaux radio de neutrinos interagissant avec la glace. Les neutrinos sont des particules incroyablement petites, les plus petites particules connues ayant une masse. Ils sont aussi magnétiquement neutres et interagissent très peu lors de leur voyage dans l'espace. Selon les scientifiques, des milliards de neutrinos nous traversent à chaque instant, mais comme ils sont tellement neutres, nous ne remarquons rien. Mais il existe des neutrinos spéciaux qui interagissent avec la glace. Ces neutrinos tôt émettent des signaux radio à haute énergie que les scientifiques peuvent alors détecter. Entre 2016 et 2018, les scientifiques ont utilisé des ballons positionnés au-dessus de l'Antarctique pour détecter ces signaux radio. Ils ont identifié la direction des signaux, révélant ainsi celle du neutrino tôt. Les scientifiques lui pouvaient retracer le neutrino jusqu'à sa source, parfois à la limite de l'univers visible. Mais les scientifiques ont trouvé quelque chose d'étrange. Les signaux semblaient indiquer que des neutrinos tôt traversaient la Terre elle-même. La particule semblait venir d'au-delà de l'horizon et frapper la glace sous un angle très prononcé. Cela n'aurait pas dû être possible. Ces neutrinos auraient dû perdre de l'énergie en traversant les kilomètres de roches qu'ils devaient franchir, ce qui les rendait impossibles à détecter pour Anita. Mais cela ne semblait pas s'être produit. Au départ, les scientifiques ont supposé qu'il s'agissait d'un nouveau type de neutrino ou d'un comportement inédit de ce dernier. Notre compréhension de la physique à l'échelle la plus petite évolue et change constamment. Et cela aurait pu être une nouvelle découverte qui ouvrirait un nouveau monde à explorer. Aujourd'hui, les experts pensent que ce n'est pas le cas. Les scientifiques ont lancé de nouvelles expériences pour tenter de détecter le même type de particules que le projet Anita. Ils ont aussi croisé les données d'autres expériences pour trouver des preuves de la particule se déplaçant vers le haut. Mais il n'y a rien de similaire à ce qui a été découvert en Antarctique. Cela semblait exclure les neutrinos comme source des signaux radio détectés par les expériences menées avec le ballon Anita. Malheureusement, cela n'a pas permis aux scientifiques de déterminer ce qui avait été détecté. Lorsque le projet Anita a été lancé, la théorie était que son emplacement, étant la région la plus isolée du monde, aiderait à éliminer toute interférence provenant d'autres signaux. Cela a peut-être été un facteur clé dans la détection de l'anomalie. Une théorie concernant les signaux radio mystérieux est qu'ils ont été causés par un effet de propagation radio qui se produit près de la glace et près de l'horizon de l'Antarctique. Les scientifiques cherchant à résoudre ce mystère ont analysé divers effets de propagation radio, sans en trouver correspondant aux observations faites en Antarctique. Il est possible que ce soit un effet jamais observé auparavant. Une autre théorie suggérait que cela avait quelque chose à voir avec la matière noire. Selon nos modèles actuels de l'univers, la matière noire constitue la majorité de la matière dans le monde. Elle n'émet ni n'interagit avec aucune lumière de quelque manière que ce soit, mais elle est détectable en observant les effets gravitationnels qu'elle a sur le reste de la matière. La matière noire n'est pas entièrement comprise par les scientifiques, mais elle pourrait avoir une certaine influence ou relation avec les neutrinos qui restent encore à être détectés. Sinon, il pourrait s'agir d'un tout autre type de particule subatomique qui n'a jamais été détecté auparavant. Seules de nouvelles recherches permettront de mieux cerner une solution à ce mystère cosmologique. Entre 1949 et 1958, le Palomar Observatory Sky Survey a pris près de 2000 plaques photographiques du ciel nocturne. C'était le premier grand relevé astronomique de ce genre, et il offre un aperçu unique de l'apparence du ciel à la veille de l'ère spatiale.
Près de 60 ans plus tard, des scientifiques cherchant des anomalies dans les données ont remarqué quelque chose d'inhabituel qui reste encore inexpliqué. Le projet sur les sources qui disparaissent et réapparaissent au cours d'un siècle d'observation est un effort scientifique international. Le projet compare des données historiques à des photos modernes du ciel, à la recherche d'exemples d'objets qui semblent disparaître ou apparaître sans aucun avertissement. Ces objets pourraient être des signes de phénomènes astronomiques, comme des étoiles géantes s'effondrant en trous noirs, ou des objets plus banals comme des comètes. Vasco a analysé des données provenant de nombreux relevés du ciel, y compris la mission Palomar. Les données de Palomar sont fascinantes car elles datent d'avant que les humains n'aient jamais rien mis dans l'atmosphère. De nombreux objets transitoires sur des photos récentes pourraient être des satellites ou des débris spatiaux mis en orbite par les humains. Mais la plupart des plaques photographiques de Palomar ont été prises avant octobre 1957 et le lancement du Spoutnik. Les objets transitoires sur ces photos sont fascinants car ils ne sont clairement pas d'origine terrestre. Vasco a trouvé des centaines d'objets transitoires sur des plaques photographiques couvrant un peu plus de 2000 jours. Les objets transitoires sont semblables à des étoiles, nets et brillants, sans flou. Ils figurent sur une photo mais pas sur celle prise avant ou après. Les mystérieuses étoiles sont aussi absentes du ciel aujourd'hui. Les scientifiques étaient perplexes quant à la nature de ces objets mystérieux. Le relevé de Palomar a réalisé des clichés avec une exposition d'environ 50 minutes. Les objets devaient rester immobiles dans le ciel pour apparaître aussi nets sur les images. Cela excluait des objets comme les comètes, les sursauts gamma ou les fragments d'astéroïdes. Les scientifiques ont aussi écarté l'effet de lentilles gravitationnelles. En 2025, un article a été publié qui a mis en évidence une étrange corrélation. Les mystérieux phénomènes transitoires avaient environ 45% plus de chances d'être observés dans les 24 heures autour d'un essai nucléaire. Les auteurs ont analysé les essais nucléaires des États-Unis, de l'Union soviétique et de la Grande-Bretagne, puis comparé les phénomènes transitoires enregistrés à ces dates à d'autres phénomènes transitoires. Non seulement il y avait beaucoup plus de phénomènes transitoires autour de la période des essais, mais la plupart ont été observés dans les 24 heures suivant l'essai. Cela semblait indiquer deux possibilités. La première était qu'il y avait quelque chose d'intrinsèque aux essais qui avait provoqué ces mystérieux points lumineux. Il était peu probable que ce soit le rayonnement lui-même qui provoquait les phénomènes transitoires. Le rayonnement entraînait généralement une anomalie plus diffuse. Les auteurs de l'étude ont aussi exclu que ce soit des fragments d'enveloppes d'armes. Ils devraient être en orbite très élevée pour paraître stationnaires sur les photos et devraient durer presque 24 heures pour apparaître sur certaines images. Une autre possibilité est que les essais nucléaires semblent attirer quelque chose. Les auteurs ont suggéré que les phénomènes transitoires pourraient être liés aux ovnis vus près des sites d'essais nucléaires. L'étude a aussi montré qu'une hausse des phénomènes transitoires était liée à plus d'observations d'ovnis. Ces données ne sont peut-être pas fiables et n'incluaient pas les ovnis observés les jours sans phénomènes transitoires. Beaucoup de scientifiques sont sceptiques quant à ces conclusions. Ces phénomènes transitoires pourraient simplement être des défauts sur les plaques photographiques. Sans étudier les plaques physiques elles-mêmes, c'est une possibilité qui ne peut pas être écartée. Certains des objets les plus mystérieux de l'univers sont ceux qui se trouvent à la frontière entre une classification et une autre. La découverte de ces objets peut modifier notre compréhension des corps célestes et du fonctionnement réel des éléments de l'univers. En 2006, des scientifiques de l'Université de Montréal ont détecté un tel objet. Ce n'est qu'une décennie plus tard que quelqu'un s'est rendu compte à quel point l'objet qu'ils avaient trouvé était réellement étrange. Au début, les scientifiques y pensaient que ce qu'ils appelaient SIMP J0113656.5 plus 0933347 était une naine brune. Les naines brunes sont des objets plus grands que les planètes, mais pas tout à fait assez grands pour devenir des étoiles. On les a aussi appelées des étoiles ratées. Certaines naines brunes ont même des planètes en orbite autour d'elles, mais elles ne possèdent pas assez de matière pour entretenir la fusion nucléaire, le processus qui fait briller les étoiles. Elles sont généralement entre 13 et 18 fois plus massives que Jupiter et peuvent émettre de la lumière ou de la chaleur, ce qui les fait apparaître magenta aux observateurs sur Terre. Jusqu'à présent, plus de 3000 naines brunes ont été détectées rien que dans la Voie lactée. Donc, il n'y avait rien concernant ce nouvel objet qui le rendait particulièrement inhabituel. Mais en l'examinant de près, les scientifiques ont vu que ce n'était pas une naine brune typique.
L'objet a seulement 12,7 masses de Jupiter, juste en dessous de ce que les scientifiques considèrent comme la limite pour les naines brunes. Cela en ferait une planète extrêmement grande, et une qui n'orbite autour d'aucune étoile. SIMP 013 SIMP 0136 est une planète vagabonde, ce qui signifie qu'elle n'a pas d'étoile parente. Elle orbite plutôt autour du centre de la Voie Via Lactée. Elle se trouve relativement près de la Terre, à seulement 19,9 années-lumière, ce qui la rend plus facile à étudier. Les scientifiques ont déjà découvert des aspects fascinants de cet objet. Lors d'observations sur de longues périodes, les astronomes ont détecté des variations de luminosité. Au début, ils pensèrent que c'était des nuages, mais une analyse approfondie a montré que ce n'était pas seulement ça. Les scientifiques pensent maintenant qu'ils observent deux couches de ces nuages, dont une couche irrégulière plus proche de la surface de la Terre et une autre beaucoup plus haute composée de matériaux silicatés. Des points chauds ont aussi été découverts au-dessus des nuages. L'objet semble posséder un système carboné, mais l'un des éléments les plus fascinants est son aurore. Les scientifiques ont mesuré pour la première fois le champ magnétique d'un objet de masse planétaire hors de notre système solaire. Ce qu'ils ont découvert, c'est que l'objet possédait un champ magnétique 200 fois plus puissant que celui généré par Jupiter. La façon dont il parvient à générer un champ magnétique aussi puissant n'est qu'un des mystères entourant cet objet. Des aurores ont aussi été détectées dans l'atmosphère de la planète. Sur Terre et sur d'autres planètes de notre système solaire, les aurores sont causées par l'interaction des vents solaires et du champ magnétique de la planète. Étant donné le champ magnétique puissant de SIMP 0136, il n'est peut-être pas surprenant qu'il possède de brillantes aurores. La question reste, qu'est-ce qui interagit précisément avec ce champ ? Il n'a pas d'étoile parente, donc aucun vent solaire ne pourrait en être la cause. Une théorie avance qu'une planète ou lune en orbite autour de lui causerait cette perturbation. Nous voyons cela dans notre propre système solaire avec Jupiter. Mais c'est le premier objet que les scientifiques ont trouvé qui se situe à la limite entre une étoile ratée et une planète géante. Mieux comprendre comment fonctionne SIMP 0136 pourrait nous donner de nouvelles perspectives sur la différence réelle entre ces deux classifications. Les astronomes espèrent également qu'une meilleure compréhension du champ magnétique de cet objet pourra nous aider à détecter d'autres objets lointains qui génèrent un tel champ. La plupart des gens auront été en contact avec des virus dans leur vie quotidienne, que ce soit à travers un simple rhume, une maladie plus grave, ou même sur les feuilles des plantes. Mais comprendre exactement ce qu'ils sont est bien plus difficile. Qualifier les virus de forme de vie va à l'encontre de la définition stricte de ce qu'est la vie. Mais ces minuscules agents pathogènes possèdent de nombreuses caractéristiques nécessaires pour répondre à cette définition. L'une des plus grandes questions concernant les virus est de savoir exactement d'où ils viennent. Répondre à cette question pourrait nous aider à mieux comprendre ce qu'est exactement la vie. Les virus sont essentiellement des brins de matériel génétique enfermés dans une coque protéique. Ils évoluent avec le temps et se reproduisent, mais n'ont pas de métabolisme. Ils ne mangent pas, ne respirent pas, ne produisent pas de déchets et ne peuvent se répliquer qu'à l'intérieur du corps d'un autre. Ce sont des parasites intracellulaires qui dépendent d'autres formes de vie pour survivre. Malheureusement, cela n'aide pas nécessairement les scientifiques à comprendre d'où ils viennent. Il existe 3 principales théories sur l'origine des virus. La première est l'hypothèse progressive ou d'évasion. Celle-ci suggère que les virus faisaient autrefois partie de formes de vie plus complexes. Beaucoup d'organismes complexes, dont les humains, ont des éléments génétiques mobiles dans leur génome. La théorie propose que les virus proviennent de tels éléments génétiques. Ils peuvent désormais quitter une cellule pour en rejoindre une autre. La seconde est l'hypothèse régressive. Les virus étaient autrefois peut-être plus proches de la vie qu'aujourd'hui. Ils auraient pu être autonomes, mais ont développé une relation symbiotique avec une autre forme de vie. Avec le temps, cette relation est devenue de plus en plus parasitaire. Le virus a perdu des gènes, dont ceux nécessaires à une vie autonome, devenant progressivement ce que nous connaissons aujourd'hui. Il est aussi possible que les virus ne viennent pas de la vie. L'hypothèse d'une antériorité des virus suggère que les virus ont évolué avant ce que nous appelons la vie, ou du moins très près de l'origine de la vie. Les virus, très simples, pourraient être les premières entités à s'auto-répliquer et évoluer. Avec le temps, certains sont devenus plus complexes, développant les enzymes nécessaires à la création de parois cellulaires. Finalement, certains ont peut-être évolué vers la véritable vie, ou du moins contribué à son évolution. Des preuves existent pour les 3 hypothèses.
Les virus infectent tous les types de vie, et il est difficile de croire qu'un virus qui n'infectait au départ que les animaux puisse évoluer au point d'infecter des plantes. Il est plus probable que les virus soient apparus avant que la vie ne se divise en ses différents règnes et que différents virus aient évolué en même temps que leurs hôtes. Cela irait dans le sens de l'hypothèse d'une antériorité des virus. Mais certains virus semblent correspondre exactement à ce que théorisent les hypothèses progressives et réductives. Certains scientifiques estiment que les virus ont évolué à plusieurs reprises dans l'histoire ancienne de la vie. Certains auraient pu exister avant la vie elle-même, tandis que d'autres sont apparus à l'intérieur des cellules des premières formes de vie. Les recherches récentes modifient sans cesse la perception des scientifiques sur les virus. Les groupes et les classifications évoluent, et des virus que l'on pensait autrefois étroitement liés les uns aux autres se révèlent provenir de branches totalement différentes. Un jour, ces recherches pourraient résoudre le mystère de l'origine des virus, mais de nouvelles théories pourraient aussi émerger à mesure que nous en apprenons plus sur ces organismes étranges. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknown et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.